Les forces divergent de la morale. Donc, c'est le titre de l'enregistrement présent, produit au mois d'octobre de l'année 2023. Donc, le point qui va être abordé ici, c'est que les êtres sur le plan éthérique, qui génèrent des réalités sur le plan physique, divergent de la morale humaine, dans le sens que la morale, ils vont la faire éclater comme les différentes formes qui peuvent exister, qui vont freiner l'être humain dans son développement, dans son évolution. Donc, la conscience supramentale est un principe de manifestation créative qui va s'opposer à tout élément qui est de type statique. Et aussi, cette conscience-là va s'opposer aux individus qui sont statiques ou qui vont être figés ou fragilisés dans une morale pour les amener continuellement par rapport à des chocs de vie à dépasser leur cadre de référence, leur morale, leurs croyances, leurs valeurs et ainsi de suite. Donc, la conscience supramentale va œuvrer à générer des individus qui sont fluides. Ici, je parle d'êtres fluides, non pas en tant qu'identité de genre, dans le sens qu'il y a des êtres qui sont des hommes, il y en a qui sont des femmes, il y en a qui se considèrent comme étant non-binaires, et il y en a présentement qui se considèrent comme étant fluides, dans le sens que quelqu'un, à un moment de sa vie, se considère comme étant homme, à un autre moment, la personne se considère comme étant femme, puis finalement, la personne redevient, elle devient, dans le fond, de genre fluide, c'est-à-dire qu'elle va changer pour homme de nouveau. Donc, elle a une fluidité du genre, c'est-à-dire qu'elle est malléable. Mais c'est pas ça auquel je fais référence. On a dit fluide ici dans le cadre de cet enregistrement. C'est un individu qui va agir en fluidité avec la vibration de l'esprit. Pourquoi que les gens vont, entre autres, se rattacher à une morale, à une structure, à une philosophie, une idéologie? C'est parce qu'ils vibrent à de la peur, c'est parce qu'ils vibrent à de l'astral. Et souvent, la structure, en y adhérant, c'est une façon de se sécuriser. Sauf que la personne qui est appelée à œuvrer une conscience supramentale, à la différence de d'autres personnes qui n'ont pas à passer à cette conscience, va être continuellement dans sa vie confrontée et mise en échec par rapport à toutes les structures, par rapport à toutes les croyances qu'elle peut avoir faire à travers d'événements chocs dans sa vie. Donc, elle va être manipulée malgré elle à adopter des comportements qui vont défaire sa morale et la mettre en échec. Donc, le constat que je fais au fil des ans, c'est que l'individu peut chercher à se construire un mode de vie sécuritaire, va être heureux, dans un petit confort, idéalement avec de l'argent, idéalement en santé, avec du relationnel de qualité. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? La personne qui veut se construire quelque chose qui est une forme à caractère statique qui va plaire à son ego, c'est que la personne à différents niveaux, ça dépend de son niveau initiatique, mais puis la capacité d'encaisser les chocs sans en venir à se suicider, là. Quoique il y a des ajusteurs de pensée qui, à mon avis, manquent d'ajustement parce qu'il y a des gens qui sont exposés à une trop grande quantité de chocs en peu de temps, puis ils craquent à un point tel que ces gens-là en viennent à se tuer. C'est une réalité aussi. Le fait qu'il y a des gens qui, dans le fond, vivent un cumul trop grand de souffrances déconstructrices de leur adhésion à une idéologie, une philosophie, une morale dans un court laps de temps, qui les amène à l'autodestruction. Parce qu'il y a une distinction à faire entre faire éclater des formes et faire éclater l'individu. Sauf que le problème, c'est que tant que l'individu se rattache à des formes puis donne son identité à l'attachement à la forme, bon, mais si la forme est mise en danger, dans le fond, la personne, c'est peut-être sa vie qu'à un moment donné, elle va vouloir faire éclater, là. Dans le sens que si quelqu'un est en couple, on a vu le cas dans les bulletins de nouvelles, d'hommes, entre autres, qui se font laisser par leurs femmes et ils prennent mal ça. Donc, ils vont aller tuer les enfants, puis par la suite, ils vont aller tuer leur compagne, puis ils vont se suicider dans certains cas. Ou ils vont tuer leur compagne, puis ils vont se tuer après, là.
La personne souffre d'une condition qui lui est imposée et à ce moment-là, elle devient destructrice. Sauf que si la personne est capable de contenir le choc sans s'auto-détruire, elle peut passer à un palier de conscience plus grand dans la perspective qu'elle est capable de se réinventer créativement en suivant la poussée énergétique relative au choc. Mais pourquoi que je parle que les forces vont détruire ou déconstruire la morale? C'est que, à quelque part, la morale est le fruit d'activités réflexives de l'ego au fil du temps. Et par rapport à ça, c'est que l'ego qui accumule des formes développe une forme de sagesse en relation avec du mémorial qu'il rattache au passé. Mais le point, c'est pas parce que quelque chose est vrai dans le passé que ça va être encore vrai dans le moment présent ou dans le futur. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un adage qui dit que le passé n'est pas garant de l'avenir. Et les gens qui sont dans le domaine de la spéculation boursière ou qui font des placements boursiers peuvent le savoir dans le sens qu'il y a des situations imprévisibles. Donc, des gens qui peuvent penser que vu qu'un titre boursier a bien performé dans le passé, que ça va être encore le cas dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, alors que tout fluctue. Donc, la fluctuation de la vie, des valeurs, on l'a, la fluctuation des formes relatives dans le domaine boursier, mais c'est vrai dans la vie de tous les jours. Et quelque chose qui est très ajusté à un moment donné sur le plan moral ne l'est pas à un autre dans un autre contexte. Et pourtant, c'est la même chose. Quelqu'un peut dire que c'est pas ajusté en termes de comportement que, par exemple, des adolescents partagent des photos d'eux qui sont tout nus ou d'organes sexuels, étant donné que ça pourrait tomber entre des mauvaises mains, là, c'est-à-dire des prédateurs sexuels, des pédophiles, ou que ça circule sur Internet et que ça donne lieu à des situations de cyber-intimidation de jeunes, ensuite de rançonnage. Donc, quelqu'un a une photo d'une autre personne tout nue puis menace de divulguer à tous ses contacts sur les réseaux sociaux, donc les amis de la personne, cette image compromettante si elle ne lui donne pas des milliers de dollars. Donc, ça peut être l'objet de manipulation. Donc, sur le plan moral, en termes d'éthique qui peut se développer en relation avec Internet, on peut dire c'est pas bien de partager des images à caractère sexuellement explicite, comme par exemple la photo d'un pénis ou d'un vagin ou d'adolescents ou d'enfants nus. Par contre, le point, c'est que le partager une photo d'un organe sexuel dans un contexte totalement différent, ça peut être très ajusté. Et ce que je peux vous dire, c'est que le contexte de vie et les situations nous changent malgré nous. Comme moi, par exemple, j'avais déjà écouté un enregistrement de radio, puis il disait, éduquez vos jeunes là, à pas partager des photos à caractère sexuellement explicite sur le web pour les protéger, et ainsi de suite. Ça, c'est au niveau de la morale. Mais le même comportement dans un contexte différent, comme par exemple, moi j'ai eu un problème de peau au niveau du pénis, mon urètre avait bouché, j'en ai déjà parlé dans d'autres enregistrements, mais je parle de ce que je connais. Et par rapport à cette problématique-là, étant donné que j'ai été opéré, dans l'optique d'avoir un suivi avec le médecin suite à l'opération, de regarder un petit peu là, l'état de la situation, parce que il y a eu une incision, ensuite il y a eu des points fondants qui ont été mis, donc des espèces de points de suture, mais qui sont supposés dissoudre tout seuls, mais qui ne sont pas encore dissous. Et là, il y avait de la peau qui s'était formée sur les points fondants. Fait que là, ça me préoccupait parce que là, je voyais qu'il y a de la peau qui pousse par-dessus. Puis c'est de la peau dépigmentée qui est blanche, qui est rugueuse, qui n'est pas agréable du tout au toucher. Et ça me préoccupait. Puis là, j'ai communiqué avec la clinique médicale. Puis avant d'envoyer mes photos de mon pénis pour que ça soit évalué, j'ai été courtois. J'ai parlé avec l'infirmière. J'ai demandé si c'était possible. Et ça a été fait. Mon médecin a vu les photos, puis là, il me dit j'ai pas lieu de me préoccuper là, présentement, là, qu'il va y avoir un suivi en personne, mais ça peut aller plus tard, il n'y a pas urgence. Là. Ça m'a rassuré, mais il a fallu que j'envoie des photos de mon pénis. Et je vous dirais que selon ma morale que j'avais avant, c'était le genre de choses que j'aurais jamais fait. Mais le concours de circonstances, le fait que j'ai eu un problème de santé, fait que finalement,
J'ai réalisé un peu comme les paroles d'une chanson populaire en anglais, Never say never. Ne dis jamais, jamais. Jamais dire jamais, devrais-je dire, si je le traduis en français. Eh bien, c'est vrai, parce qu'il y a 1 an, on m'aurait dit que j'aurais été opéré par rapport à une obstruction partielle de l'urètre dans le cadre d'une méatotomie. Je l'aurais pas cru, puis en plus, par la suite, j'ai envoyé des photos de mon pénis au médecin, ou que ma compagne, parce qu'avant l'opération, j'ai demandé de prendre des photos. Ensuite, la journée de l'opération, tout de suite après, puis là, il y avait à différents intervalles pour faire un suivi de l'évolution de ma situation. Puis là, on me partage ça sur Internet. Ça fait drôle un peu, parce que en même temps, ben je suis père de famille, j'ai une fille de 9 mois et demi. Puis probablement que quand elle va être adolescente ou elle va être, dans le fond, même pas adolescente, préadolescente, parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont tellement exposés à un bas âge à de la pornographie ou sollicités pour en générer, que je vais probablement avertir ma jeune fille là, de pas partager des photos d'elle sur nu ou de ses organes génitaux sur le web, parce que par la suite, il peut y avoir des prédateurs sexuels qui utilisent ça. Par la suite, ça peut être lieu de chantage, de menaces, de cyber-intimidation par rapport à des collègues d'école, et ainsi de suite. Donc, le point, c'est que dans un contexte, partager une photo, c'est ajusté, dans un cadre médical très circonscrit, mais dans un autre, ça ne l'est pas. Puis, toutes les morales qu'on peut faire, que telle chose, c'est systématiquement mauvais, avec le temps puis mes observations, je suis obligé de reconnaître, ouais, non, finalement, c'est pas si mauvais que ça. Puis finalement, dans tel contexte, c'est ajusté. Ce qui fait en sorte que toutes les recettes, par exemple, pour être heureux, pour être en santé, pour être millionnaire, c'est tout le temps des choses que c'est hypothétique. Toutes les formes sont hypothétiques. Tu sais, il y avait des gens qui avaient fait... j'avais ri, là, j'avais entendu ça à la radio... avaient fait en résidence de personnes âgées pour favoriser leur santé, un régime alimentaire très, dans le fond, strict, là, avec du quinoa, il y avait des légumineuses, plus de liqueurs, plus ensuite des trucs sucrés, etc. Fait que c'est un régime qui était très strict. Sauf que la problématique, c'est que les personnes âgées ne voulaient pas nécessairement, surtout quelqu'un qui reste quelques années à vivre ou quelques mois, adopter une diète alimentaire stricte dans l'optique d'être en santé. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les gens n'étaient pas nécessairement partie prenante que ça leur soit imposé. Puis en même temps, il faut se poser la question aussi, c'est quoi l'intelligence d'amener, par exemple, des gens qui vont mourir dans quelques mois, arrêter de boire des boissons gazeuses. Amener les jeunes enfants à l'école, quand l'enfant il a 7 ans, 8 ans, avoir des saines habitudes alimentaires que ça peut le rapporter pour le reste de sa vie, mais créer du stress à une personne âgée en modifiant drastiquement son mode alimentaire. Donc, si on parle d'une clientèle de gens de 80 ans et plus, je trouve pas ça du tout ajusté. Donc, mais c'était des gens qui voulaient bien faire. Donc, il y a un adage qui dit le chemin qui mène à l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est le cas pour beaucoup d'êtres humains. Mais le constat que je fais, c'est que toutes les morales, toutes les structures, même les structures très autoritaires, tôt ou tard, il y a toujours au niveau des formes des failles qui vont faire que ça va s'écrouler. Prenons par exemple l'URSS. Donc, l'union là, des pays communistes en Europe de l'Est qui s'était effondrée là, au début des années 1990. Donc, ce phénomène-là est en relation, entre autres, avec le fait que ces structures-là étaient trop rigides, puis ça nuisait à l'expression de l'intelligence au sein des individus, alors que le système capitaliste qui va permettre davantage aux individus de s'exprimer, va être plus propice à un déploiement créatif. Bien que le système capitaliste, naturellement, n'est pas parfait, car les égaux qui ont l'appât du gain, comme on l'a vu avec Wall Street lors de la crise des subprimes, vers l'année 2008,
où des gens prêtaient à des individus extrêmement infortunés des montants considérables d'argent pour s'acheter des maisons, alors que c'était peu probable qu'ils soient capables de rembourser. Mais par avidité, on faisait des prêts comme ça, ce qui avait amené à la création d'une bulle immobilière. Donc, l'avidité, c'est ce qui crée des bulles. Mais les bulles, comme les formes, sont appelées éclatées. Tout ce qui n'est pas ajusté et travaillé par les forces puis est appelé à être ajusté avec le temps. Ça, c'est l'un des constats que je fais avec le temps. Et chaque personne a différents niveaux. C'est sûr, ce qui est contrariant, c'est quand on se compare aux autres en disant, ben, il me semble que moi, je vis plus de choc qu'une autre personne, et ainsi de suite. C'est sûr que la comparaison peut amener de la jalousie, de l'envie. On peut envier quelqu'un qui est multimillionnaire. Par contre, il y a toujours un revers de la médaille. Un jour, j'avais eu une leçon de la vie. Je connais en fait une personne qui travaille en milieu hospitalier, a fait un poste professionnel. Je me dis, bon, cette personne-là est bien payée, a une belle voiture, tout doit aller bien dans sa vie. Sauf qu'en contrepartie, j'ai eu accès au revers de la médaille. C'est-à-dire que cette personne-là souffrait énormément sur le plan professionnel de son emploi, qu'elle n'aimait pas. Alors que, en apparence, j'avais cru au départ que non, tout va bien, etc. Mais il faut faire attention. Il y a des gens qui peuvent être extrêmement riches, mais souffrir. Il y a des gens qui sont avancés en âge, qui, au cours de leur vie, ça a été des gens d'affaires. Sauf que si la personne elle se ramasse passé 70 ans avec des problèmes importants de prostate, problèmes cardiaques aussi, problèmes de diabète, faut qu'elle régulièrement vérifie son taux de glycémie. Tu sais, il y a différents types de problématiques qui peuvent s'installer. Et avec le temps, ce que je réalise, c'est que la vie est remplie de tensions par rapport à la nature de différents événements, puis une des fonctions des tensions, c'est de faire éclater le cadre de référence de l'individu s'il y en a un. Donc, sa morale, ses croyances religieuses, etc. Et quand on est spirituel, on peut se rattacher à une morale, donner de l'importance à ça, parce que c'est un vecteur d'identité. Quelqu'un dit « Ah, ben moi j'ai une morale chrétienne ». Un autre va dire « Moi j'ai une morale bouddhiste ». Ensuite, la personne va dire « Ben moi je suis dans une philosophie jovialiste, moi je suis dans une philosophie existentialiste ». Ensuite, je suis dans une philosophie aristotélicienne, en relation avec le philosophe Aristote. Ensuite, il y a toutes sortes de philosophies, de paradigmes, mais l'individu qui est conscient, il déconstruit ça, puis il passe moins de temps avec les formes. Quand que je vibre davantage dans le mental, la philosophie m'intéresse pas. Par contre, si je suis en mode que j'ai moins de tension, pour être honnête avec vous, des fois, j'ai de la curiosité. En tant qu'âme, en tant qu'ego, je peux avoir de la curiosité philosophique à un certain niveau. Sauf si je vis un choc de vie intense, le côté philosophique, je suis obligé de le mettre, de le tasser, où j'ai moins de temps dans ma vie, pour faire d'autres choses. Je suis plus en mode action. Mais la personne va être, si à la vie la fusion est activée énergétiquement malgré elle, puis malgré elle, elle va être confrontée aux limites de son cadre de référence. Fait que soit qu'elle continue de se rattacher à son cadre de référence, ses habitudes de vie, son modus operandi en relation que des mémoires du passé, puis elle s'alourdit, puis est en perte d'énergie, voire à un moment donné, elle va être amenée en état de dépression. Soit qu'elle s'ajuste à la vibration, puis elle se libère de la tension énergétique. Sauf que de s'ajuster à la vibration, c'est toujours vivre des deuils continuels. Donc, on peut vivre plusieurs deuils. Puis c'est sûr que la conscience que ça amène à avoir, c'est une conscience que par d'autres êtres humains, la personne va être perçue comme étant sans cœur ou elle va être perçue froide d'un certain niveau. Dans le sens que la personne qui continuellement vit des pertes à différents niveaux, des pertes financières, des pertes de capacité physique, une personne qui avance en âge puis est plus capable de faire elle-même son épicerie, il faut qu'elle
Elle passe par-dessus son ego puis son orgueil en disant, ben là, il va falloir que je fasse affaire avec quelqu'un pour qu'il vienne me porter l'épicerie, qu'il vienne me pelleter les marches chez moi l'hiver lorsqu'il y a de la neige, parce que la personne a des problèmes de dos, etc. C'est des deuils. Et la vie, en fait, planétaire, c'est un continuum de deuil que la personne a à vivre. Et les deuils sont en relation avec l'attachement de l'ego. Et l'intégration du deuil est en relation avec simultanément l'intégration d'une vibration différente. Si la personne est capable de composer avec le deuil intelligemment, automatiquement hausse son taux vibratoire. Puis la personne peut chercher à marchander avec l'esprit. Si elle le fait dans un mouvement d'orgueil, en relation avec l'influence astrale, l'esprit va le mettre en échec. Par contre, si la personne est animée d'un feu vibratoire, puis elle utilise l'énergie de l'esprit tel un judoka qui utilise la puissance de son adversaire pour le mettre en échec, là, à ce moment-là, elle peut faire des gains, mais le gain qu'elle va faire va rehausser son taux vibratoire. C'est ça la grande affaire. Tandis que si la personne s'oppose à l'esprit d'une perspective astrale, la personne ne gagnera jamais car l'astral qui la chevauche momentanément dans le cadre de la contestation non fondée sur un appui vibratoire relatif à un feu interne qui va la propulser plus loin. Si la personne n'a pas de feu vibratoire, ben l'opposition va tomber à plat. Ça ne sera pas senti dans l'énergie. Donc, elle n'aura pas un pouvoir de commandement aux forces et aux événements et éventuellement à la matière, mais pour commander à la matière, il faut qu'elle ait intégré davantage d'énergie. Or, si elle a intégré davantage d'énergie, ça se peut qu'elle veuille, rendue à ce stade, avec une altération psychique en proportion des choses qu'elle ne veut pas présentement, et les choses qu'elle veut présentement, ça se peut que rendue à ce stade-là, elle ne les veut plus. Parce que son mental va être changé, va être transmuté. Moi, rendu à 42 ans, il y a des choses que je veux présentement que je voulais pas quand j'étais âgé de 12 ans. Aujourd'hui, à l'âge de 42 ans, dans mon cas, je suis atteint du lichen scléroatrophique. C'est un problème de peau auto-immune qui peut faire en sorte que mon urètre tende à se boucher. Puis il faut que à chaque jour présentement, là ça fait plus qu'un mois que ça dure, je m'enfonce une tige de plastique dans le pénis 2 fois par jour à tous les 2 heures. Et quand que je me l'enfonce, c'est progressivement. Donc, tu sais, pour pas perdre de millimètres de la circonférence de mon urètre, pour pas que ça se dégrade, puis éventuellement ça se referme de nouveau, parce que c'est très désagréable quand ça se ferme, puis le jet urinaire est diminué, puis il y a des douleurs, puis de la tension quand j'urine, fait que pour pas que ça se reproduise, fait que ça me met sous tension, cette situation-là, présentement. Et bon, tu sais, c'est pas l'opération que j'ai eue, c'est pas parce que, par exemple, dans mon cas, dans le passé, je m'étais déjà fait enlever un petit grain de beauté qui est brun. Bon, je me fais opérer pour le grain de beauté. Je parle opération, mais en réalité, c'est minime, là. Je me suis fait gelé peut-être à côté de la surface du grain de beauté. On m'a enlevé ça, on met un petit plasmeur. Quelques jours après, ça arrête de saigner. Sauf que par rapport à ce que je vis, le point, c'est que là, ça fait plus qu'un mois et à chaque jour, c'est comme un combat constant parce que la peau a tendance à vouloir se refermer et il faut que je m'enfonce une tige de plastique dans le pénis pour pas que ça se bouche. Pourquoi que j'aborde entre autres ce sujet-là, c'est que à la base, je suis un individu qui est gêné. Et c'est le genre de choses que, habituellement, quand ça concerne les organes génitaux, c'est tabou. Mais les situations que je vis et les circonstances fait que je suis obligé d'aller au-delà de tout ça. Et ça me travaille. C'est sûr que c'est un désagrément continuellement aux 12 heures. Puis là, il faut que je pousse dans la paille pour que ça rentre le plus possible pour pas perdre de millimètres par rapport à la grandeur de l'ouverture de mon urètre en utilisant le dilatateur urétal. Sauf que ça fait mal quand je m'enfonce ça à chaque fois. C'est une contrariété. Ça me garde sous tension à un certain niveau. Mais ce problème-là de santé me change. L'une des choses que j'ai faites après avoir vu mon opération, je me suis dit le minimum des choses, c'est que je vais être capable de regarder c'est quoi mon opération, en quoi ça consiste. J'ai été sur YouTube,
J'ai été écouter des vidéos de gens qui ont vécu une opération similaire. L'une des raisons pourquoi, c'est parce que dans le passé, j'avais une phobie, une peur des opérations. De voir quelqu'un opéré, je me sentais pas bien. D'en entendre parler dans certains cas, ça m'amenait à connaître un malaise vagal. Puis à un moment donné, là, je suis de plus en plus dans un état que faut que je confronte cette peur-là. Ce qui fait que là, présentement, l'un de mes passe-temps, c'est sûr de regarder des opérations comme celle que j'ai vécue, c'est-à-dire une méatotomie, pour voir. Là, aujourd'hui, je suis désensibilisé. Je peux regarder. À force de regarder des vidéos, on s'habitue. C'est un petit peu comme quand on regarde des films de guerre, puis on voit du monde tout ensanglanté. Puis c'est sûr qu'ici, je fais pas la promotion de la banalisation de la violence, mais on devient habitué. Là, regarder les opérations, je suis plus habitué qu'avant. Puis là, je regarde des opérations au cerveau, des opérations aussi au niveau du cœur, opérations cardiaques. Donc, l'un de mes objectifs présentement, ça c'est moi en tant qu'égo là, qui parle, là, c'est de sortir de la peur du descriptif d'une opération. La raison, entre autres, pourquoi que j'ai peur des opérations et ces choses-là, c'est parce que quelque part, j'ai de la difficulté à assumer ma condition physique en tant que conscience qui vit à travers un corps biologique. C'est une de mes failles en tant qu'égo. D'autres personnes n'auront pas ce problème-là. Ils vont dire, ben là, regardez une opération, il n'y a rien là, comme ma compagne, de regarder une opération au cœur ouvert ou autre. Ça la fait pas réagir parce que moi je suis très sensible à ce niveau-là. Il y a d'autres choses que ça me dérange moins ou que ça peut la déranger ou vice-versa. On a chacun nos zones de vulnérabilité. L'intelligence, c'est des étudiés. Puis c'est sûr que ce que je réalise, c'est qu'il faut rien prendre pour acquis dans la vie. Tout peut changer sans préavis. Des fois, je dis ça à ma compagne, elle dit, ben là, t'exagères. Mais non, il y a des choses qui se produisent présentement qu'on n'aurait pas imaginé il y a à peine quelques jours, quelques mois. Dans le fond, suite à mon opération, ce que ça a changé dans ma vie, ben c'est sûr que c'est, comment dire, avoir les points fondants, puis disons que c'est une zone qui est plus sensible. Présentement, j'ai pas j'ai pas d'intérêt à avoir une vie sexuelle. J'évite de manger des aliments qui sont aphrodisiaques comme du chocolat. Parce que, comme dans le fond, j'ai les points fondants, puis ils sont pas vraiment fondants, là, ils sont fondants éventuellement, là, mais c'est très désagréable au niveau de la peau. Puis la peau qui a été coupée puis qui repousse, c'est rugueux, c'est pas agréable au contact non plus. Fait que, tu sais, malgré moi, je suis dans une situation où, dans le fond, présentement, d'avoir une vie sexuelle, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Ben, c'est à cause de ma condition. Là, c'est ça, j'espère que les choses vont revenir dans les prochains mois. Mais, je veux dire, c'est contrariant. Fait que c'est sûr que l'événement me change dans le sens que autrefois j'avais une curiosité au niveau sexuel par rapport à l'érotisme, ces choses-là. Puis là, je vois la sexualité, surtout l'opération, d'une manière très mécanique. C'est une dimension qui est moins investie dans ma vie en relation avec l'opération. Puis je regarde des choses avec ma conscience. Tu sais, par exemple, il y a des gens qui vont se faire mettre des piercings dans le pénis. Moi, je me ferais jamais ça, mais malgré moi, les points fondants, c'est un petit peu, à un certain niveau, comme si j'avais des piercings. Mais j'ai pas cherché ça. Tu sais, il y a tout le temps des situations, je cherche pas à avoir des sensations de corps étranger, puis de... Non. Mais il y a toujours des situations qui font en sorte que, finalement, notre état de santé n'est pas ou notre état mental ou notre vie n'est pas nécessairement ce qu'on veut qu'elle soit. Mais il faut composer avec les aléatoires des situations, des événements. Donc, les événements qui nous apportent des plus grands changements, c'est souvent inversement proportionnel à ce qui nous fait plus souffrir en tant qu'ego ou qui nous déstabilise. L'ego peut développer une force à travers à contenir une tension énergétique importante sans la réfléchir.
Moi, c'est sûr que je veux pas développer ces capacités de contenance-là entre quelqu'un qui est sur le mince fil entre la vie et la mort. Sauf que la personne qui est à deux doigts de la mort, puis est sous tension, puis est capable de vivre sans réfléchir, a beaucoup de mérite. Je vais m'expliquer puis vous donner un exemple concret de qu'est-ce que je veux dire, là. Dans le sens que la personne qui est toujours à deux doigts de ne pas être en mesure de payer son loyer à la fin du mois ou pas être capable de s'alimenter, est toujours à la limite. On peut pas dire qu'elle... Comment dire? On peut pas dire qu'elle s'endette, mais elle est juste sur la limite de... Puis elle est tout le temps en tension comme ça, puis elle compose intelligemment, beaucoup plus de mérite que la personne qui va avoir 5 000, 50 000 ou 500 000 $ dans son compte, puis là, il y a un mois qui arrive plus juste. Parce que la personne qui a beaucoup d'argent dans son compte, il y a une marge de manœuvre, il y a un jeu de réflexion potentiel. C'est comme au niveau professionnel. Pierre-Yves McSwing qui a écrit le livre « En as-tu besoin ?» un livre que j'avais lu il y a quelques années, que je trouvais intéressant. Il donnait des conseils. Lui, c'est un comptable de formation. Des conseils pour économiser. Puis le conseil fondamental qu'il donnait, puis je suis d'accord avec lui, c'est de se poser la question avant d'acheter quelque chose, en as-tu réellement besoin? Donc, par exemple, avant de s'acheter une auto de luxe qui vaut très cher, ben, est-ce que tu en as vraiment besoin ou tu peux acheter une auto qui est usagée, qui va te permettre de déplacer d'un point A à un point B, puis même si l'auto est laide, même si elle n'a pas une grande efficacité comme une auto de luxe là, pour passer de 0 à 100 km, là, elle n'a pas une grande capacité d'accélération en peu de temps. De toute façon, une auto qui est très performante dans un contexte comme par exemple celui du Québec où je me trouve, c'est pas nécessairement approprié ou ça peut être contrariant de ne pas utiliser son auto à son plein potentiel dans le sens que tant qu'on va avoir des autoroutes qui sont limitées à 100 km/h ici au Québec, mais dans les faits, il y a une tolérance policière dans certains cas, dans certaines autres jusqu'à 115. Bon, ben, une auto qui peut être très efficace à 200 km/h ou une grande capacité d'accélération alors qu'on a un spectre très limité ici, c'est pas nécessairement utile, c'est pas nécessairement pertinent. Par contre, en Allemagne, sur une autoroute sans limite de vitesse, ben là, ça peut être intéressant. Donc, la même auto de luxe allemande dans un contexte allemand avec des autoroutes sans limite de vitesse qui est très performant, ben, ça peut être intéressant. Sauf que dans le contexte ici, c'est pas nécessairement intéressant à voir. Fait que là, la question se pose, en as-tu vraiment besoin? Donc, c'est sûr que, dans le fond, ce qui est chiant avec l'évolution de conscience, c'est que la personne, elle va être confrontée à voir ses limites et ses croyances. Puis si elle les surmonte pas, ben c'est elle que ça nuit. Dans le sens que si quelqu'un, par exemple, peut bénéficier d'une consultation à distance par un médecin, en lui envoyant les photos qu'il va analyser puis qui va commenter aujourd'hui grâce à la technologie, ben c'est sûr que c'est nettement plus avantageux que de perdre une journée de travail, faire la route pour aller au bureau du médecin, ensuite revenir chez lui si le bureau est situé à plusieurs heures de route. Donc, dans certains cas, faire une action où la personne va faire quelque chose que normalement elle ne ferait pas, ben ça lui permet d'avoir un gain d'efficacité. Mais ce que j'aurais à dire, c'est que les personnes le veuillent ou que le veuillent pas, elles vont être travaillées malgré elles pour aller au-delà de leurs limites. Puis ça, c'est continuellement à tout moment de la vie si la personne a passé à la conscience supramentale. Puis il y a des dosages, là. Dans le sens qu'il y a des gens qui sont mis en vibration d'une manière intensive, c'est-à-dire d'une manière presque continuelle avec des faibles temps de repos. Ben, c'est un peu comme des athlètes. Tu as des gens qui vont aller s'entraîner 5 fois par semaine. C'est très différent que de la personne qui va s'entraîner 2 fois par semaine ou qui s'entraîne 1 fois par mois. Donc, il y a des gens qui, malgré eux, et c'est ça qui est écœurant, parce que
Avec l'entraînement physique, si sous le contrôle de l'ego, quelqu'un peut dire, bon, cette semaine, je me sens plus en forme, je vais 5 fois au gym. L'autre semaine, non, je me sens moins en forme, ça va être 3 fois. Là, c'est sous le contrôle de l'ego, il y a un jeu. Tandis que si c'est imposé que il faut que la personne s'entraîne malgré elle 5 fois par semaine, que ça y tente pas, à ce moment-là, ça va créer une tension. C'est un petit peu comme la personne qui arrive plus difficilement au niveau financier parce que le coût de la nourriture augmente, le coût du carburant, l'essence à la pompe, elle a augmenté là, le coût de la gasoline. Ensuite, si le coût du loyer, du logement augmente simultanément, la personne est obligée de travailler plus qu'elle pouvait travailler avant. Donc, elle est mise sous tension pour répondre à ses besoins de base et non pas ses désirs. Puis, il y a des choses que la personne ne peut pas couper. Elle a un minimum à chaque semaine à manger. Certes, la personne peut pratiquer le jeûne intermittent, mais il y a quand même un minimum pareil à respecter. Et là, un peu comme la personne qui est obligée de s'entraîner 5 fois par semaine ou travailler 5 fois par semaine, 5 jours, peut-être qu'en tant qu'ego, ça ne fera pas son affaire, sauf que c'est manipulé par les situations, les événements, pour des raisons qui lui sont imposées, elle n'aura pas le choix de... Et ce qui est contrariant, c'est que quelqu'un qui s'entraîne physiquement, c'est sous le contrôle de l'ego, il va à son rythme, il va le moduler. Sauf que si la personne se fait imposer une initiation solaire malgré elle, c'est un rythme de travail, un rythme d'exposition des tensions énergétiques qu'elle n'a pas choisi, qu'elle subit. Et en subissant ça, si les forces décident que la personne elle sort d'une morale à caractère philosophique, religieuse, nouvelle-âgeuse, ésotériste, etc., ils vont créer des chocs de vie, puis elle va sortir de ça et elle n'aura pas le choix de faire autrement. Elle ne pourra pas discuter, elle ne pourra pas argumenter, ça va être imposé. C'est un petit peu comme si on impose en Occident un mode de vie où les gens de la classe moyenne se ramassent de plus en plus pauvres avec l'inflation galopante. Il y a des gens qui vont être obligés soit de travailler plus ou de consommer moins. Ils ne pourront pas faire autrement si leurs revenus n'augmentent pas en proportion. Donc, il y a des lois d'énergie derrière ça. Et c'est l'ego qui subit ça. Et c'est très contrariant pour l'ego de travailler avec l'esprit parce que c'est des programmations qui lui sont imposées. Un peu comme un coach, un entraîneur qui impose de soulever des poids haltères régulièrement, alors que si c'était sur le plan de l'ego, il n'en ferait peut-être pas autant. Certes, ça va amener l'ego à se dépasser parce que si c'était géré par lui-même, il n'en ferait probablement pas autant ou pas du tout, même il se talerait, il stagnerait sur le plan évolutif. Certes, ça permet de sortir d'une forme de stagnation énergétique et vibratoire, mais c'est très souffrant. Et c'est sûr que c'est imposé à l'ego, puis l'esprit va imposer des changements de civilisation. Donc, les civilisations qui sont prises dans certains systèmes de croyances limités, rigides, ils vont être appelés à changer. Et l'esprit va manipuler ces civilisations-là en ce sens-là, dans le sens que si, par exemple... dans les Émirats arabes, à Dubaï, les gens sentent qu'à un moment donné, il va y avoir le déclin du pétrole puis ça va être remplacé par d'autres formes d'énergie, prenons par exemple l'énergie solaire ou électrique. Ces gens-là sont obligés de se réinventer. Certes, ils peuvent mettre en place des villes comme par exemple Dubaï pour attirer les gens du tourisme de l'extra-luxe. Sauf que pour que les gens viennent, il faut que ce soit confortable. Et ça donne qu'à peu près la moitié de la population sont des femmes. Donc, à la base, s'il y a des religieux intégristes qui, pendant des grandes quantités de temps, là, pendant plusieurs décennies, ont été dans une situation où les hommes étaient au pouvoir, les femmes avaient moins de droits, le statu quo doit être remis en question si la société veut se réinventer à l'heure de la mondialisation pour attirer une clientèle de l'extra-luxe qui va faire suite... à l'utilisation du pétrole comme force économique pour un pays, pour un peuple. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la société va être appelée à changer. Et c'est ce qui a fait, entre autres, que là, les femmes peuvent conduire l'auto. Donc, j'ai vu ça là, dans les dernières années. Là, donc, il y a des femmes... dans les pays là, comme les Émirats arabes là, qui peuvent conduire aujourd'hui l'auto. Ensuite, il y a eu des changements qui ont été faits dans certaines civilisations une culture plus masculine, qui vont dans le sens de l'égalité homme-femme. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir.
C'est sûr, avec le temps, là je sais pas, je confonds les Émirats arabes et l'Arabie saoudite, mais je sais que c'est au Moyen-Orient où les femmes peuvent conduire, il peut y avoir des spectacles également de musique. Donc, il y a des changements qui se font pour attirer davantage le tourisme. Donc, ces gens-là sont appelés à changer malgré eux. Et là, c'est par rapport à des raisons économiques qui vont les amener dans un changement. Mais il peut y avoir des changements au second niveau qui vont travailler l'économie, c'est-à-dire l'esprit, pour amener sur Terre des situations de rééquilibrage énergétique. Et les nouveaux initiés vont participer naturellement à mettre en place les valeurs d'égalité homme-femme un peu partout là, à la surface de la planète. Mais le point que je voulais faire, ça c'est au niveau collectif, mais au niveau individuel, l'ego est appelé à délaisser sa morale, la religion qu'il pouvait avoir s'il a passé à la conscience. Parce que la conscience va imposer une réinvention de soi. Et c'est ça qui est dur, c'est ça qui est pénible. Donc moi, j'ai eu un problème de santé dans les derniers mois qui m'a amené à être opéré, puis là, que ça a changé ma façon d'être au quotidien. Là, je ne sais pas vers où je me dirige. C'est ça, si je réfléchis à ça, psychologiquement, ça me crée de l'insécurité, parce que si mon urètre s'est bouché une fois, ça peut revenir d'autres fois. Fait que là, il faut que je sois vigilant par rapport à ça. Et est-ce que je vais retrouver une vie sexuelle comme avant mon opération? Ça reste à voir. Tu sais, il y a des choses, je ne sais pas. Mais il faut que je sois capable de contenir la suspension d'informations en étant ajusté dans mon mental. Et c'est ça le défi. Donc, le défi, c'est être capable de contenir l'incertitude. Parce que c'est à travers souvent l'incertitude qu'on va se réfléchir. Et c'est sûr que par rapport à ça, toute mon admiration va aux gens qui sont confrontés dans des situations extrêmement pénibles, incertaines, mais qui ont le mental froid. Si présentement, au moment que je fais l'enregistrement, il y a des gens en Ukraine qui sont en situation de guerre ou qui peuvent à tout moment se faire bombarder par des missiles, et que les gens sont dans un mental très ajusté en dépit de la situation, dans le sens que la personne elle se promène sur la rue puis elle voit l'immeuble du voisin a été attaqué par un missile, il y a eu des gens qui sont morts, il y a des cadavres là, dans des rues, puis la personne est capable de rester avec un mental très stable en dépit de l'incertitude des événements. C'est quelqu'un qui a du mérite. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, ma perspective a beaucoup changé. Et autrefois, je donnais beaucoup de l'importance à lire des livres, écouter des conférences. Sauf qu'aujourd'hui, je vois les limites de tout ça de plus en plus. Et si on me poserait la question, parce que disons qu'on fait une petite mise en situation, j'aurais évalué le parcours de vie, ce que certains vont appeler le CV, de différents candidats pour faire partie d'un groupe de personnes qui sont appelés des instructeurs supramentaux. Ben, c'est sûr que si on présente le CV d'une personne qui a écrit 36 livres sur la conscience avec 20 thèses de doctorat, mais que la personne n'a pas eu à passer à travers des chocs de vie avec un mental intact, à mon avis, ça a moins de valeur dans la balance que l'autre qui n'a pas écrit un livre, qui n'a jamais donné de conférence, qui n'a jamais pris la parole, mais la personne est capable d'avoir contenu des chocs extrêmement déstabilisants. Prenons par exemple le cas, à un moment donné, j'avais rencontré une femme qui, lorsqu'elle vivait au Rwanda, il a fallu qu'elle se cache dans une maison, mais une partie de sa famille avait été découpée dans le cadre d'un génocide là, au début des années 1990. Là. Donc, il y avait un génocide où des gens avaient été tués à la machette. Donc, imagine une jeune fille qui assiste à ça et qui est capable de fonctionner en société. C'est une personne, quand je l'avais rencontrée, elle travaillait, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui sont confrontés à des situations traumatiques, puis la personne elle devient inapte au travail pour le reste de sa vie ou en dépression permanente, alors que la personne que j'ai parlé, c'était pas le cas. Donc, c'est le genre de situation de vie.
Il y a peut-être des gens présentement qui en Ukraine les amènent à se réinventer à un niveau qu'ils n'auraient même pas anticipé l'existence ou établi quand que je dis l'Ukraine, c'est un exemple, là, parce qu'il y a une situation de guerre présentement, mais ça peut être à d'autres endroits dans le monde, là, c'est pas spécifique à cet endroit-là, sauf que présentement, il y a beaucoup de tensions, puis il peut y avoir des tensions énergétiques qui vont amener des gens qui, face à l'adversité des événements auxquels ils sont exposés depuis plusieurs mois, changer dans le mental, mais d'une manière créative. Mais pour ça, il faut qu'il y ait la potentialité. Et pour qu'il y ait la potentialité de ça, il faut qu'il y ait des corps qui soient suffisamment ajustés ou en voie d'ajustement en relation avec ça. Et il faut que je sois marqué pour vivre ça au niveau de l'esprit. Parce que c'est pas initié qui veut l'être, mais c'est qui peut l'être et qui est mis en vibration par l'être selon un timing qui échappe à l'ego. Donc, comment dire, c'est un timing que l'ego peut pas choisir. Un ego pourrait dire, ben, cette année, là, je vais aller à 20 conférences sur la conscience pour devenir encore plus conscient, parce que l'année passée, j'ai juste été à 2 conférences. Mais c'est pas la quantité qui fait ça, c'est la capacité de passer à travers des chocs qui amène une transmutation réelle. Donc, on peut pas faire abstraction de l'événement. Donc, l'écouter d'enregistrements multiples de la conscience ne peut pas compenser par rapport à ça. C'est ça le constat que je fais. Sinon, je voulais prendre le temps de commenter. Normalement, j'aurais dû faire ça en début d'enregistrement. Mais j'avais produit un enregistrement récemment qui s'intitule « Saisir l'intelligence de son rôle » au mois de septembre 2023. Une personne m'avait écrit un message, puis avait écrit ceci: « Je ne crois pas cependant qu'il faille absolument parler en public ou écrire des livres pour augmenter en énergie et passer à la conscience. La vie se charge de cela de toutes sortes de manières. Il faut être juste attentif, être attentif. » Ben oui, la personne a totalement raison. Donc, d'écrire des livres sur la conscience, le double... ensuite, les chakras. D'ailleurs, les chakras, ça m'intéresse pas parce que il y a beaucoup de mystification par rapport à ça. Là, c'est sûr, c'est pas l'objet de l'enregistrement présent, là, mais je pourrais éventuellement en faire un. Mes perspectives seraient vraiment pas complaisantes, dans le sens que, à un moment donné, je n'aimerais pas le nom, mais j'avais été à un cours de yoga. Puis là, elle dit, vous allez faire tel mouvement, vous allez ouvrir tel chakra. Vous allez faire ci, vous allez faire ça. C'était de la suggestion essentiellement. Ça ne veut pas dire que tu actives une roue énergétique, puis peut-être que si elle l'activerait réellement à chaque fois qu'elle dit ça, ben, il y aurait une interférence sur le système de la personne. Tu sais, comment dire, ça pourrait créer des déséquilibres. Si l'être humain inconscient pourrait moduler avec l'utilisation de sa volonté, avec un certain niveau d'amplitude, le fonctionnement de ses chakras, pourrait engendrer des déséquilibres, au même titre que si quelqu'un avec sa volonté va interférer sur le rythme cardiaque. Bon, ben, si la personne avec la volonté dit à son cœur d'arrêter de battre, puis le sang ne circule plus dans l'organisme, puis là, elle se ramasse, j'allais dire, elle se ramasse avec une perte de connaissance, puis à l'urgence, quelques minutes plus tard, en ambulance, c'est pas intelligent. Même chose que quelqu'un qui accélérait le rythme de son sang avec sa volonté d'une manière trop rapide, c'est pas intelligent non plus. Parce que si le sang ne circule pas, il y a une stagnation. Puis s'il circule très vite, ben c'est sûr qu'il peut y avoir des tensions. Donc, l'idée de moduler l'expression du rythme des chakras, non, je le vois pas. La personne peut induire un état de détente intérieure en s'imaginant plus ouverte. Ça, c'est au niveau spirituel. Mais le point que je voulais faire en lien avec ça, c'est que, à quelque part, l'individu... Bon, il ne doit pas être fasciné par de la spiritualité, il ne veut pas fasciné par des formes de morale à caractère spirituel, puis que... De toute façon, les événements de la vie vont amener la personne à sortir de ce genre de choses-là. Si moindrement la personne est objective, puis elle se rend compte des limites et des failles, des programmations liées du mémoriel dans lequel elle va s'attacher. Mais le travail des forces force les individus qui sont en contact avec elle, malgré lui, à devenir un super vivant. C'est le constat qui revient. Ah, mais c'est vrai, je voulais commenter, je m'égare. Je voulais commenter le propos.
Donc, lire ou écrire, ça peut être utile si la personne a la vibration de le faire, mais si la personne n'a pas la vibration de le faire, mais elle désire écrire ou faire des conférences, j'ai dit lire, mais faire des conférences alors qu'elle n'a pas la vibration pour faire ça, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, parce que le contenu qui en sortira sera pas vivant et vibrant, et ça va être juste du mémoriel. Ça n'amènera pas de changement énergétique. Ça ne sera pas le vecteur de tout ça. Puis c'est dur. Parce que quelqu'un peut dire, ben, à chaque semaine, je vais faire un enregistrement où je parle de conscience. Sauf qu'il y a une semaine, ça se peut qu'il n'y ait pas la mise en vibration pour ça. Puis l'autre semaine, il y a la mise en vibration pour faire 2 enregistrements. Fait que soit que la personne reste dans sa morale en disant c'est une fois par semaine, pas plus. Mais un minimum une fois par semaine où elle s'adapte au mouvement. Si elle est fluide, elle va s'adapter au mouvement. Et là, c'est sûr que s'adapter au mouvement, il faut que la personne soit capable de mettre ses limites aussi en tant qu'ego, parce qu'elle peut se mettre, si elle est en état de transe, en relation avec une activation énergétique importante. Elle peut parler pendant plusieurs heures consécutives. Si elle le fait puis elle perd la notion, par exemple, de la faim, de l'envie d'uriner, ben ça crée puis elle dort pas, ça crée des déséquilibres énergétiques. Faut qu'elle soit vigilante par rapport à ça pour respecter ses besoins de son corps physique, tout en respectant simultanément les besoins de son ego, d'être capable d'avoir accès à un savoir qui lui permet d'être en équilibre psychique perpétuel dans sa vie. Or, pour connaître des ajustements vecteurs d'équilibrage psychique, il faut que la personne soit disponible à son esprit, ne serait-ce que de manière ponctuelle, un peu comme quand on fait des mises à jour. Vous avez des mises à jour sur l'ordinateur, par exemple, d'un antivirus. Ben, si vous voulez avoir une mise à jour de l'antivirus contre le plan astral puis le mémoriel qui sclérose dans des formes, ben, il faut être en contact avec la fluidité de l'esprit. Selon votre contenance. Donc, il y a des gens qui ont des micro-mises à jour. Ça peut arriver une fois par 3 semaines. Il y en a que c'est une fois par 3 jours. Il y en a que c'est une fois par 3 heures. Ça dépend. Ce que la personne a à vivre, ce qu'elle est capable de contenir, c'est quoi sa programmation. Puis c'est à chacun son rythme. Faut pas se comparer. C'est pas parce que quelqu'un soulève 200 livres puis toi t'en soulèves 40 que ça veut dire que quelque part t'es pas ajusté par rapport à ce que t'as à faire. Quelqu'un qui soulevait 30 livres puis il passe à 40, c'est intéressant. Et l'autre qui passe de 180 livres à 200, c'est intéressant aussi. C'est en fonction de chacun. Puis il faut pas envier celui qui en soulève plus, parce que si on l'envie puis on serait confronté au même parcours de vie, peut-être qu'on n'aurait pas la contenance de contenir les chocs, puis peut-être qu'on deviendrait dépressif ou suicidaire. Pourquoi? Parce que ça prend des chocs énergétiques inversement proportionnels pour contenir une forte mise en vibration. Donc la personne qui est capable de soulever 200 livres ou qui est capable de contenir une charge énergétique très forte, qui a passé à travers 4 divorces, ben, l'autre personne qui serait confrontée à peine un divorce, peut-être qu'elle serait dépressive. 2 des divorces, elle serait en état d'invalidité. 3 divorces, ça virerait suicidaire. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont fait 4 faillites personnelles et sont capables de se réinventer. Il y en a un qui commence à faire une faillite personnelle, même pas, il manque juste d'argent dans son compte, il s'endette un peu, puis il commence à avoir des idées suicidaires. Ça dépend de la contenance des gens, mais il faut pas envier celui-là qui contient plus parce que, à quelque part, ça y appartient, puis on connaît pas ses antécédents. Donc, ça, c'est un élément important. Mais je vais conclure cet enregistrement parce que ça fait quand même un bon bout de temps là, que je parle depuis tantôt. Donc, où est-ce que j'en suis en cette année 2023, c'est qu'en tant qu'ego, puis à force de répétition au fil des ans, j'en viens à conclure que faut que je sois un être fluide, suivre le mouvement, puis demain, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être, on verra. Puis, il faut que je sois dans l'immédiateté de plus en plus. C'est difficile pour moi parce que je vais même rattacher à des formes, rattacher à du mémoriel, de la philosophie, des choses que je connais. Sauf que le travail que la conscience fait sur moi malgré moi m'amène continuellement en tant qu'ego à contester les formes ou les déconstruire ou à réaliser leurs failles qui sont mis en lumière par rapport à la vibration que je peux percevoir et capter au fil du temps.
Donc, ça me garde dans une forme de dynamisme. Donc, c'est sur ces considérations que je vous laisse. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.